Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Brio Ferro, je m'occupe du développement du groupe de médias indépendants SoPress, qui édite entre autres les magazines Society, SoFoot. Et dans quelques jours, on va sortir un magazine qui s'appelle So Good, qui est un trimestriel qui racontera des histoires directement en lien avec ce qui va nous occuper la prochaine heure. Alors mon rôle aujourd'hui est d'animer des échanges dans le cadre de l'initiative Recovery. Alors rapidement, qu'est-ce que Recovery pour ceux qui débarquent? C'est un mouvement participatif et collaboratif d'entreprises qui s'adresse aux entreprises à destination de tous les acteurs qui cherchent à adopter une démarche inclusive dans la manière de conduire leur propre activité. Elle a été initiée par les sociétés Faber Novel et Mirova et leurs deux dirigeants, Stéphane Distinguin et Philippe Zouati. Et il y avait deux convictions qui les animaient là-dessus. La première, et qui se confirme en ce moment, c'est que le retour à la normale ne sera absolument pas normal en sortie de confinement. Et puis la deuxième, c'est que l'espoir d'un Green New Deal auquel ils sont attachés ne se fera pas facilement du tout non plus. Et donc, il y avait besoin, durant ces 4 semaines, d'animer un groupe de travail et de réflexion collaborative qui fasse que tout le monde puisse participer. L'idée est de passer d'une logique d'activité où finalement les shareholders et les actionnaires sont plus uniquement les responsables et dépositaires de la valeur ajoutée, mais qu'aussi les stakeholders des parties prenantes puissent bénéficier et participer à la création de valeur. Et c'est un peu l'idée de ce passage, de ce changement de paradigme quasiment qui est en jeu. Donc là, sur les 4 semaines, vous allez pouvoir déjà retrouver les 2 dernières semaines de débat qui ont eu lieu. Vous pouvez vous connecter d'ores et déjà maintenant sur le recovery.wiki, donc recovery.wiki, sur lequel vous retrouvez les débats et les comptes rendus de débat des 2 dernières semaines. Premier débat portait sur la mission et l'engagement sociétal, et le deuxième portait sur l'innovation et la coopération. Et donc, pour être complet, la semaine prochaine, il y aura aussi 2 débats qui auront lieu le mardi et le jeudi autour de l'utilité sociale des entreprises. Voilà. Alors aujourd'hui, le thème du jour, et j'arrêterai de parler rapidement, est sur l'enjeu de penser ou repenser en écosystème. Dans 15 minutes, on va avoir un débat avec des grands témoins du changement qui sont présents, donc ils vont se signaler à vous. Le premier, c'est Frédéric Mazella, qui est le fondateur de Blablacar, qui est la plus grande, large communauté de covoiturage longue distance au monde. 90 millions de membres, 22 pays, dont 10 millions de Français, ce qui fait un adulte sur 3, et qui est aussi par ailleurs coprésident de France Digital. Frédéric, bonjour, si vous êtes là. Oui, bonjour. D'ailleurs, c'est 18 millions de Français. J'ai entendu 10. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou… Merci. Il y a également Arnaud Leroy, qui est président de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de l'environnement, de l'énergie et également du développement durable. Est-ce que Arnaud est avec nous? Je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Parfait. Merci Arnaud. On a également avec nous Rosemay Lucotte, qui est la CEO de Change Now, le sommet qui s'est tenu cette année du 30 janvier au 1er février, et qui met en avant des actions concrètes et d'innovation autour de différents thèmes comme le changement climatique, la pollution plastique, les nouvelles formes d'agriculture. Rosemay, bienvenue. Bonjour. Et enfin, Nicolas Chaban, qui nous accueille, on peut le dire, au pied du Mont Ventoux, qui est le fondateur de C'est qui le patron, la marque de consommateurs, qui surtout était le consommateur qui a initié cette nouvelle démarche. Cette démarche est très simple, elle donne la possibilité à plusieurs personnes de pouvoir écrire collectivement le cahier des charges d'un produit, le fabriquer, de le commercialiser au prix qui paraît le plus juste. Aujourd'hui, il y a 200 millions de produits qui ont été vendus et environ 14 millions de consommateurs. Nicolas, comment ça va? Très bien, je vois qu'on se rapproche du nombre de consommateurs de Blablacar, donc c'est très bon signe. Voilà, donc, on est parti pour se tirer la bourre aujourd'hui. Très bonne nouvelle. On vous retrouve tous les 4 dans 15 minutes. Donc pour le reste, n'hésitez pas à participer sur la page, à poser des questions en relève qu'on aura dans la dernière partie de cette rencontre. Des questions qui remonteront, donc on les modérera et on essaiera d'en poser le plus possible. Mais pour l'heure, j'appelle donc 2 intervenants qui vont introduire et avec qui on a préparé cette rencontre aujourd'hui. La première, c'est Audrey Saget, qui est présidente de Infusio et qui intervient aujourd'hui pour le Bilab France, qui est un mouvement né en 2006, présent dans plus de 60 pays, et qui fédère plus de 3000 entreprises qui œuvrent à réconcilier le but lucratif et l'intérêt collectif. Audrey est bien là. Oui, bonjour Brieux, bonjour à tous. Merci Audrey. Et puis Basile, enfin, co-directeur, Basile Michardière, co-directeur de l'incubateur Make Sense, qui a été créé il y a 7 ans et qui a soutenu 3200 projets plus précisément, depuis sa création. Et l'idée aussi est de résoudre des défis sociétaux et environnementaux. Salut Basile. Salut Brieux, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous deux. Vous avez 15 minutes pour nous présenter un peu le cadre de réflexion du débat d'aujourd'hui et puis on reviendra dans 15 minutes avec nos différents intervenants. Bonjour à tous, ravi d'être là avec Audrey ce matin pour cette introduction. Vous avez sous les yeux une citation d'Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Derrière cette situation un petit peu provocante, il y avait 2 idées clés qu'on voulait faire passer en introduction. La première, c'est comment la crise sanitaire et la crise économique qu'on est en train de vivre est un prototype en multiples points des crises climatiques à venir. Et puis ensuite, comment face à des enjeux
aussi élevé, la réponse apportée doit être différente à la fois en termes de quantité, de radicalité, mais également dans les outils utilisés avec la place de l'écosystème. Alors, pour commencer, si comparaison ne vaut évidemment pas raison, il est intéressant d'observer les parallèles qu'on peut faire entre la crise sanitaire et la crise économique actuelle et à venir et les crises climatiques au pluriel qu'on peut attendre dans les décennies à venir à la lecture des différents rapports scientifiques qui s'accumulent. Des rapides observations dans la manière dont ça se concrétise aujourd'hui pour les populations et pour les entreprises. Il y a des mesures très fortes comme la distanciation sociale qui ont été prises et mises en place du jour au lendemain avec un impact très fort sur l'économie, évidemment. On a assisté en quelques semaines à un retour en force du rôle de l'État, que ce soit avec des dispositifs d'aide, mais également au niveau européen, où, pour rappel, la limitation de la limite de déficit a sauté dès les premières semaines à Bruxelles. Une autre parallèle, c'est que la crise actuelle frappe de manière inégalitaire ceux qui souffrent le plus de discrimination et d'inégalité au sein de la société. Ça sera aussi le cas à l'échelle mondiale pour les crises climatiques. Et un autre aspect encore, c'est la difficile, on voit, coordination internationale pour faire le lien pour apporter une réponse cohérente entre les États à la crise. L'autre point, et là je ne m'attendrai pas dessus, on pourrait y passer des heures, mais c'est le lien sur les origines à la fois entre la place de l'activité humaine dans la crise sanitaire actuelle et les crises climatiques. Mais ce qui nous intéresse vraiment dans cette comparaison, c'est comment en fait, les conséquences de ces deux crises se retrouvent. Je voudrais faire un focus sur l'alimentation, donc je suis sûr sujet qu'on va reparcourir au long de l'échange. On l'a vu, il y a eu en Europe, globalement, on a eu une petite panique on a couru vers les stocks de pâtes, mais dans d'autres parties du monde, la situation est totalement différente, vu que dans certaines régions d'Inde, on commence à parler de premières émeutes de la faim. Simplement, un chiffre là-dessus, si on revient à la crise climatique, il y a plusieurs études du GIEC qui montrent très bien qu'avec un accroissement de la température tel qu'actuelle, donc au-dessus des 3%, on serait dans une situation entre 2050 et 2060 où 75% de la population mondiale seront dans des situations d'instabilité alimentaire. Donc l'idée n'est pas de casser l'ambiance dès le début de ce beau webinaire, mais simplement de se remettre les enjeux à hauteur. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on a de grandes chances, de manière différente, évidemment, ça ne sera jamais pareil, mais de le revivre dans les années futures. Et enfin, ce qu'on remarque, c'est que ce qu'on a vu avec le Covid, c'est qu'on a eu du mal à accepter les conséquences du mal, avec un grand M, tant qu'on n'a pas eu mal nous-mêmes, en fait. Tant qu'on n'a pas vu le confinement se mettre en place, on a eu du mal à adapter nos actions et à se mettre dans une situation de transformation. Et je pense que cette inconséquence, si j'ose dire, collective, il a fallu que je me brûle un petit peu pour me rendre compte que tout allait changer. Est-ce qu'elle ne doit pas nous faire réfléchir aussi sur les crises climatiques à venir? Voilà, ça c'était une première idée. Et puis en face, peut-être un rapide passage sur l'histoire des crises. On le voit aujourd'hui, il y a une très forte volonté, on s'en félicite au quotidien chez Make Sense et ailleurs, de citoyens qui veulent s'engager, d'entreprises qui veulent se transformer. Ce qu'on observe, et c'était un neurologue qui nous le reconfirmait dans un autre webinaire l'autre jour, c'est qu'il y a une sorte de mécanisme de survie face à une difficulté immédiate. Un des palliatifs, c'est d'imaginer un monde d'après, en fait, qui serait meilleur. Donc attention à ça, qui est aussi un réflexe humain. Et on a vu des forces de rappel qui étaient quand même hyper fortes et qui se sont déjà montrées, manifestées durant les dernières semaines, que l'on pense notamment aux demandes qui ont été faites aux régulateurs européens d'échelonner dans le temps les engagements climatiques pris face à la difficulté économique actuelle. Voilà, donc importance des enjeux qui appelle une réponse très importante. C'est là-dessus, c'est sur ces deux points qu'on voulait démarrer ce webinaire. Audrey. Merci Basile. Et ben alors, pour revenir au thème du coup de ce webinaire qui est écosystème, la clé d'un capitalisme inclusif,
Quelle place pour les organisations et les entreprises dans ce monde de demain que tu décris, Basile, cette nouvelle normalité et sur lequel on aimerait qu'il y ait clairement des shifts très forts qui soient faits. Alors, on a fait nos travaux, on a fait nos recherches avec Basile. On s'est un peu, comme vous, finalement, posé la question de c'est quoi la définition de l'écosystème. Alors, je ne vais pas vous embêter trop longtemps non plus avec de l'étymologie et des définitions, mais on va en faire un petit peu quand même. La définition d'écosystème qu'on a trouvée, elle dit qu'un écosystème est un ensemble formé par une association ou une communauté d'êtres vivants et son environnement et sa forme biotope. Les éléments constituant un écosystème développent un réseau d'échanges d'énergie et de matière qui permettent le maintien et le développement de la vie. Alors, vous ne pouvez pas me le dire, mais je vous entends le penser très fort. Quel rapport avec les organisations et les entreprises? Peut-être deux choses qu'il faut qu'on se dise aussi. Organisation, qu'elle soit publique ou privée. Le mot organiser signifie disposer de matière à rendre apte la vie. Donc, une organisation par essence devrait être organique. Et une entreprise, par ailleurs, c'est avant tout une communauté humaine. On a oublié ça. On a laissé passer ces notions-là. L'entreprise et l'organisation ne sont plus tant que ça, et peut-être pas assez à notre goût, une communauté humaine. Donc, quel lien avec les entreprises? On peut passer sur les caractéristiques du vivant. Si on adapte avec une logique et une approche de biomimétisme les caractéristiques du vivant aux entreprises, on peut se dire plusieurs choses. La première, c'est que les entreprises gagneraient à adopter les capacités dynamiques, les capacités évolutives et innovantes d'un écosystème. Donc, qu'est-ce qu'elles peuvent faire de tout ça? Et quand je dis adopter, c'est vraiment non pas adapter complètement à leur sauce, mais aussi se mettre dans ces logiques du vivant et donc accepter qu'il y a certaines choses qui doivent ne plus être pour être dans cette logique du vivant. La deuxième chose qui caractérise les écosystèmes, l'écosystème et le vivant, c'est que la logique du vivant, elle est circulaire, elle n'est pas linéaire. Donc quand on pense, quand on interagit, quand on conçoit des produits, on doit passer à une logique circulaire et abandonner la logique linéaire qui aujourd'hui est plutôt prégnante dans les organisations. Et le dernier élément qui nous semble nous très important dans le mouvement Bicorp, parce qu'on le promeut et on le pousse et on l'incarne aussi, c'est l'interdépendance de les membres d'un écosystème. Dans un organisme vivant, aucune cellule n'est supérieure à une autre. Aucune cellule n'est supérieure à une autre. Et dans un écosystème, aucune cellule ne peut être supérieure à une autre. Ça veut dire que pour les entreprises, il y a un travail à faire autour de tout ça. Ça signifie aussi que l'impact de chacun sur l'écosystème est unique. La contribution est unique. Chacun a sa place et chacun a un rôle à jouer. C'est ça qu'on souhaitait pousser ce matin, ce midi, sur la logique écosystémique au service des organisations et qui nous semble essentiel de mettre en lumière. Ce que ça signifie aussi, du coup, pour les entreprises, c'est que les entreprises et les organisations ont une place à prendre dans leur écosystème. Elles doivent abandonner cette logique de dépendance, cette logique même de supériorité qu'elles ont parfois sur d'autres, voire de domination, sincèrement, pour passer à une logique de parité, une logique d'interdépendance. Ce qui fait un écosystème d'organisation de multi-parties prenantes, quelle qu'elle soit, c'est que chacun est uni autour d'une vision commune qui dépasse l'intérêt de chacun. Donc, on est vraiment au service du bien commun. L'entreprise doit aujourd'hui servir des enjeux qui dépassent son propre intérêt. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des entreprises à mission. Et il n'y a pas d'entreprise à mission, il n'y a pas d'entreprise vertueuse si elle ne sait pas prendre sa place dans son écosystème et s'adapter et lâcher certaines choses. Il y a une phrase qui me parle beaucoup pour caractériser aussi la place de l'entreprise dans un écosystème, c'est qu'elle doit être utile. Chacun dans l'écosystème doit être utile à soi, aux autres et au monde. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est bien les trois notions, être utile au monde, être utile aux autres, et aussi être utile à moi, que chacun y trouve aussi un intérêt qui le fait grandir. Tout ça nous amène dans une logique très systémique, c'est très inclusif, et c'est comme ça aujourd'hui qu'on définit, nous, dans le mouvement Bilab, le capitalisme inclusif. C'est un capitalisme dans lequel on prône, nous, la fin de l'hégémonie des actionnaires. En anglais, on dit « from shareholders capitalism to stakeholders capitalism », donc vraiment être au service de l'ensemble des parties prenantes qui construisent un écosystème et qui animent aussi une dynamique commune. Les actionnaires, même si les collaborateurs sont aussi actionnaires et c'est déjà très vertueux et bien, mais ce n'est pas suffisant. On doit être dans une culture et développer une logique économique et une logique du suffisant, du enough et pas du plus, pour être dans des logiques de plus en plus vertueuses et utiles au monde. Basile, on voulait donner peut-être quelques exemples
Oui, alors je vois que le temps file, mais on va Oui. très rapidement. On voulait, si le sujet du jour c'est comment la reprise et la relance peut se faire avec l'écosystème, on voulait vous partager des exemples de ceux qui sont en train de le faire et qui ont déjà réussi à le faire, notamment lors de la crise actuelle. C'est le réseau des Fab Labs en Nouvelle-Aquitaine. Concrètement, c'est très intéressant de voir comment en l'espace de quelques semaines, 19 Fab Labs, 3 chantiers d'insertion, plus de 9 groupes de couturières dans 6 départements ont réussi à produire des milliers et des milliers de pièces de protection, des blouses, des masques, des visières. Pourquoi ça a fonctionné? C'est ça l'idée clé. Ça a fonctionné certes parce que c'est déjà des petites structures qui peuvent évidemment repivoter très facilement et qui vont avoir besoin de plus grandes structures ensuite pour arriver à une taille de production plus importante. Mais c'est des structures qui ont l'habitude d'échanger et de travailler ensemble, c'est-à-dire que la collaboration, elle n'est pas sortie de nulle part. En fait, elle a germé très rapidement, mais elle a germé sur un terrain de confiance qui était déjà préexistant. Et comme le soulignait Audrey, ce qui a fonctionné ici entre ces différents acteurs, c'est pas qu'on a mis une plateforme numérique au milieu, c'est qu'ils partageaient de l'information, même si c'était sans doute important. C'était aussi surtout le lien humain qui existait entre ces personnes qui permettait d'ajuster très très vite une nouvelle ligne de production par rapport à des besoins déclarés par l'ARS. Et pour info, l'État va financer pour faire passer et pérenniser ces initiatives des Fab Labs et ils sont à la recherche de partenaires entreprises pour faire grandir le dispositif. Alors, un deuxième exemple sur lequel je ne vais pas pouvoir m'attarder trop, mais les magasins réouvrent en ce moment, c'est les magasins Leroy Merlin, donc n'hésitez pas à retourner prendre soin de vos maisons si vous le souhaitez. Mais en tout cas, Leroy Merlin fait partie de ces entreprises qui ont su développer une logique d'écosystème. Alors, ils avaient des prédispositions, ils avaient depuis très longtemps développé une culture collaborative au sein même de leur organisation. Et ils ont aussi élargi cette logique-là au plus grand nombre et donc fait descendre le centre de gravité de management et de direction de l'entreprise pour être au plus proche du terrain. Et créer un maximum d'initiatives et de partenariats et de liens avec les communautés locales dans chaque lieu et chaque bassin dans lequel se situe aujourd'hui leur magasin. Pour finir, on voulait parler de mesures d'impact. Basile, tu veux juste dire un mot sur l'utilité ? Oui, avant que tu présentes 3 exemples, ce qui nous semble l'étoile polaire de toute cette discussion, c'est qu'on n'arrivera pas à changer la manière dont les choses sont faites si on ne change pas la manière dont on mesure et on les évalue. Il nous semble hyper important dans ces débats actuels de mettre au centre des nouveaux indicateurs de mesure d'impact. Et voilà. Et alors, 3 outils qu'on vous partage ce midi. Tout ça est en open source, donc vous pourrez trouver un maximum d'informations en allant en ligne si vous ne les connaissez pas. Le premier, qui est le plus global, le plus holistique, c'est le Donut de Kate Raworth, qui est économiste et qui a effectivement conçu un modèle qui prône, là aussi, on parlait de logique d'économie inclusive. Elle est dans une logique et elle prend des indicateurs qui vont plutôt mettre en valeur la valeur réelle des choses et pas la valeur financière. Et donc, cet outil nous permet aussi de mesurer l'impact et de voir en quoi tout ce que chaque entreprise fait et génère est utile et vertueux et sert à la prospérité et non pas juste la croissance pour la croissance. Donc, ça, c'est un premier outil le plus global, le plus inclusif. Le deuxième, qui est le SDG Action Manager, qui est construit sur la base des 17 objectifs du développement durable. Cet outil a été conçu par l'ONU. Il est aussi fort intéressant. C'est à la fois des outils concrets, mais aussi Action Manager, c'est peut-être un rôle à créer dans les entreprises qui veulent aujourd'hui prendre soin de leurs mesures d'impact et créer carrément un rôle dédié à ça. Et puis le dernier, c'est le BIA de B-Lab, du mouvement B Corp, avec des indicateurs qui prennent en compte aussi bien la gouvernance d'une entreprise que le soin qu'elle apporte à son écosystème, le soin qu'elle apporte à ses collaborateurs, le soin qu'elle apporte à ses clients, évidemment, et puis le soin qu'elle apporte à la planète. Donc, tout ça nous paraît essentiel. Voilà quelques outils. Mesurez vos impacts, ça aidera aussi vos écosystèmes à être toujours plus vertueux, et c'est ce qu'on voulait aussi vous dire ce matin pour lancer ce débat dans un timing que nous avons tenu, Basile. Parfaitement tenu et respecté. Merci Audrey, merci Basile pour ce donut à l'heure du déj. Alors allons-y dans cet échange directement. L'idée qu'il y a eu beaucoup de questions ouvertes, on va essayer d'avoir des réponses concrètes ou des exemples qui permettent encore une fois de nourrir l'idée de cette initiative Recovery, à savoir en gros des idées d'entreprise à entreprise. On va commencer avec vous Frédéric, cofondateur de Blablacar. Est-ce que vous vous y retrouvez un peu dans les définitions d'écosystèmes qui ont été données par Audrey et Basile, à cette dimension un peu qui donne la part belle au vivant, des gens entre eux, d'un milieu dans lequel chacun vit, dans lequel il évolue? Est-ce que l'écosystème, c'est un vocable qui vous, au quotidien, vous anime?
Alors, oui, parce qu'en fait, il y a, dans l'écosystème, il y a la notion de diversité, la notion de petit et grand, et la notion de collaboration. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a toujours animés chez Blablacar et qui, avec mon autre casquette qui est France Digital, est une réalité quotidienne puisqu'on passe notre temps à faire en sorte que les entrepreneurs, les investisseurs et les grands groupes et de manière générale tous les collaborateurs des différentes structures auxquelles on s'adresse collaborent ensemble. Même le but de France Digital, qui est une organisation un peu particulière et même unique en son genre au monde, qui rassemble justement des entrepreneurs et des investisseurs, porte une voix commune entre ces deux entités, justement pour clarifier, synthétiser un petit peu tout ce qui se passe dans l'écosystème du digital. Et donc, puisque le board de France Digital est constitué de 10 entrepreneurs et de 10 investisseurs, et que tout ce qu'on porte sont des messages communs, justement, pour faire en sorte que ce soit plus représentatif de l'écosystème. Et au-delà de ça, on a tous nos partenaires qui sont des grands groupes, notamment, qui aident à financer l'existence d'un France Digital dont le rôle même est de fluidifier la communication au sein de l'écosystème qui est très varié, de start-up de une personne à des startups beaucoup plus avancées de 2000 personnes, aux grands groupes qui, eux, peuvent se chiffrer en 10, 50 ou 100 000 personnes. Donc, c'est notre quotidien, j'ai envie de dire, chez France Digital. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui fait d'ailleurs dans ces moments de crise que ces organismes-là prennent beaucoup plus la parole, j'ai envie de dire déjà, et puis se retrouvent beaucoup plus impliqués justement pour fluidifier les communications. Chez France Digital, il y a eu beaucoup d'organisations d'un accompagnement un peu premium avec des conférences de soutien et de partage de connaissances entre startups. Il y a même eu la production d'un startup rescue kit, donc un guide de survie des startups, un kit de déconfinement pour les startups. Il y a des office hours tous les jours où les entrepreneurs peuvent poser leurs questions aussi à des experts qu'on mobilise chaque jour différents, que ce soit en administratif, en légal, en finance, en comptabilité, en partenariat, enfin bon, tout ce qui peut aider les sociétés dans ce cas-là. Et c'est là où on se rend compte que justement la complémentarité des sociétés et la diversité fait la richesse et fait la connaissance. Donc cette logique d'écosystème, elle est absolument primordiale, en tout cas chez France Digital. Et alors chez Blablacar, ça va plus être une logique communautaire, justement, dans laquelle on voit que l'entraide est au cœur en fait de l'agissement des gens dans ce réseau-là. Alors Blablacar, c'était déjà toujours un réseau d'entraide, mais pour des déplacements, où justement les conducteurs peuvent prendre des passagers dans leur voiture et puis on partage tous les frais. Donc il y a une notion d'égalité aussi, mais une notion de différence, puisque d'un côté, il y a quelqu'un qui a une voiture qui aide et de l'autre, il y a un passager qui va en profiter. Mais il y a un équilibre financier qui se crée. Et là, on a lancé récemment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une dizaine de jours, Blabla Help, qui est un réseau d'entraide de voisinage. Et là, on est en plein encore dans l'entraide et dans le communautaire, mais cette fois pour un autre service. Et on porte quand même toute la confiance générée dans le réseau Blablacar. Vous savez que sur Blablacar, vous avez des avis, vous avez des profils confiance avec tous les avis des personnes avec qui vous avez voyagé. Et là, on peut porter cette confiance-là pour des millions de personnes vers un autre réseau d'entraide de voisinage extrêmement utile en période de crise où justement les voisins peuvent faire les courses les uns pour les autres et donc se dépanner. Et donc, on a encore une logique différente, là, plus communautaire qu'écosystémique, mais quand même qui s'intègre dans le territoire et qui fait qu'on retrouve une certaine forme de solidarité locale, très proche, et qui est développée cette fois aussi grâce au digital. C'est-à-dire que sans ces technologies-là, bizarrement, le lien de connexion entre les voisins est plus difficile. Mais grâce à cette connexion-là, on va trouver un voisin qui est à quelques centaines de mètres et qui peut nous aider pour faire des courses si, par exemple, on ne peut pas aller faire des courses parce qu'on doit rester confiné ou des choses comme ça. Donc oui, enfin, comment dire, toutes ces logiques-là me parlent énormément. Après, j'aimais bien la citation du début d'Einstein. Elle fait partie de mes citations favorites avec 4-5 autres sur le fait que la folie
c'est de refaire tout le temps la même chose et d'espérer un résultat différent. Il y en a quelques autres d'ailleurs, alors qui s'adaptent parfaitement à la période de crise qu'on vit aussi. Il y a Victor Hugo qui disait rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Et donc en fait, c'est-à-dire que quand le contexte est là pour une certaine idée, le contexte ne va pas pouvoir l'arrêter. Voilà, il y a aussi Keynes qui disait quand les faits changent, je change d'avis. Elle est bien celle-là aussi parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut faire, hein, cette prise de conscience dont Basile parlait tout à l'heure, qui est qu'on a vu venir le nuage gris, mais on a compris qu'il allait pleuvoir que quand il a vraiment plu sur nous, alors qu'en fait, le nuage, on le voyait depuis longtemps. C'est aussi une forme de prise de conscience que les faits ont changé. Et donc, Keynes disait très bien ça. Il y a Héraclite aussi qui dit que la seule constante, c'est le changement. Donc, c'est aussi des bonnes citations. C'est un bon moment pour revoir des citations de gens qui pensaient pas trop mal quand même suivant les époques et qui ont vécu des choses très secouantes, un petit peu comme ce qu'on vit actuellement. Si quelqu'un trouve une punchline de Booba qui convient, n'hésitez pas à la poster sur les questions-réponses. On la relaiera avec plaisir. Nicolas Chaban, qui est là encore avec nous pendant 15 minutes, qui est donc à l'initiative de C'est qui le patron. Alors, vous avez, la solidarité locale, ça doit vous parler quand vous avez décidé en tant que consommateur de revisiter tout le processus de fabrication. Comment vous y êtes pris pour ne pas déstabiliser tous les autres écosystèmes et construire le vôtre? En fait, je ne savais pas ce que c'était un écosystème. Je ne suis encore pas trop aujourd'hui. Donc, au moment où on a démarré, l'originalité, alors je ne vais pas expliquer que c'est la seule voie, hein, je fais le témoignage de ce qui s'est passé chez nous. En écoutant l'introduction, effectivement, la description des écosystèmes, ce que c'est, on est très loin de ce qu'on a fait nous, hein, de simples consommateurs, pas de business model, pas de plan, pas de grande stratégie. J'étais tout seul au début, puis 2, puis on est resté 6 pendant 18 mois. Enfin, on était très peu. Et en réalité, ce qui sans doute a fait le succès de C'est qui le patron, c'est qu'il n'y avait pas tout ça. On n'est pas passé par cette case de repères un peu intellectuel, empirique. Est-ce qu'on est dans du marketing, de la com, des écosystèmes, pas des écosystèmes? On a débrayé la mécanique, c'est-à-dire qu'on a relâché les résistances, le cadre, les perspectives, finalement même la stratégie. Et on a laissé, avec ce jeu naturel, un équilibre se trouver, qui n'était pas le nôtre issu de notre réunion à 3, mais on s'en est remis, je crois, à quelque chose qui peut être un socle fabuleux pour la suite. C'est le bon sens collectif, la bienveillance. Est-ce qu'on ne peut pas répondre à 6 questions simples? On crée une brique de lait, voilà, on aide des producteurs à vivre. Est-ce qu'on n'est pas tous finalement portés par un socle de conviction beaucoup plus simple que le marketing, la com, la stratégie commerciale et la philosophie même des entreprises? C'est très simple. Si on est consommateur, si on est nous-mêmes une partie directe de cette force globale à travers nos actes d'achat et qu'on oriente directement tout ce système, il faut peut-être repartir un peu de ce que nous sommes et de ce que cette grande famille est avant tout. Vous voyez, il y a une petite famille d'experts qui est en train un peu de se ringardiser parce que, avec les réseaux sociaux, on peut s'exprimer, on dit des choses très simples, on fait des produits équitables qui redonnent le sourire aux producteurs. On découvre qu'il faut 4 € par an pour acheter un lait qui redonne de l'espoir à l'autre bout à celui qui bosse. J'ai vu encore hier sur le jus de pomme 52 centimes pour que le producteur de pommes n'arrache plus ses arbres parce qu'il n'arrive pas à vivre. C'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on a pu peut-être imaginer. Alors, on a beaucoup de respect pour tout ce qui existe par ailleurs, mais en repartant du fait de se parler, se rendre compte qu'à plusieurs, on a ces convictions très simples, cette bienveillance et ce bon sens commun, on peut tout faire. Et je crois que c'est une des conditions parce qu'il y a un peu un monde d'experts qui va se coller au plafond d'un côté, pendant qu'une immense famille de gens qui achètent ces produits et ces éventuelles stratégies se réveillent en se disant « Mais attends, est-ce que véritablement il faut qu'on attende que ces gens-là décident pour nous? Est-ce qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes ?» On le voit, c'est valable dans la politique, c'est valable dans les médias, c'est valable pour les grandes marques. Donc, c'est une ère nouvelle, mais qui est absolument remplie d'espoir si on repart d'une vision simple, loin des mots trop compliqués. Vous utilisez souvent le terme de bienveillance, ce qui est très pertinent, mais ce n'est pas le mot qui vient aux yeux du grand public quand on parle de la grande distribution. Là, vous venez de redistribuer 200 000 € de gains. Comment on s'y prend pour faire cohabiter l'intention, le bon sens, avec des pratiques professionnelles qui vont quand même distordre un petit peu vos volontés et vos désirs?
Alors, c'est un très bon exemple que vous prenez parce qu'on l'a vécu, nous, spontanément, mais ça retraduit des choses. On est une coopérative, c'est qui le patron, hein. Moi, je vous parle, je suis le porte-voix, mais c'est 10 000 sociétaires et 14 millions de gens qui achètent les produits. Donc, c'est une famille beaucoup plus large. Et voilà comment ça s'est passé. Une entreprise, sans doute, dans le modèle d'avant, peut-être ne l'aurait pas fait. Mais je vais vous expliquer. Les producteurs se rendent compte qu'il n'y a pas assez d'emballage et une telle demande de lait, de beurre, d'œufs qu'il n'y avait pas, vous voyez, ce petit bouchon là, il a fallu l'enlever parce qu'il n'y avait pas d'emballage, il n'y avait pas de bouchon sur une partie des emballages et sinon on n'arrivait plus à livrer. En enlevant ce bouchon, il y a 1 centime d'économie. Donc tout naturellement, la coopérative a dit aux producteurs, bah, écoutez, on vous donne 1 centime de plus. Ceux-là même qui ont été soutenus il y a 3 ans, dont la vie a été transformée par le soutien des consommateurs, on dit non, attendez, nous, même si on ne roule pas sur l'or, on a quand même une autre vie qu'avant. On aimerait aider les petits copains qui, eux, sont en galère à cause du Covid. Bon, alors nous, on a pris ça en pleine tête en se disant, mais c'est fabuleux, quoi. Si eux le font, on doit tous le faire. Voilà comment la COP a regardé les résultats du mois de vente. On a vu des ventes s'envoler, pâtes, œufs, beurre, lait. Et on avait plus de 200 000 € de gains additionnels. Et là, quand vous êtes une marque traditionnelle, peut-être que vous réfléchissez différemment. Quand vous êtes une marque de consommateur, vous dites, attends, dans une crise globale, il ne peut pas y avoir, on la partage tous, une partie de gens qui gagnent, même si c'est involontaire, volontairement, pendant que d'autres perdent. Et donc, tout naturellement, on a fait un vote. 97,8% des sociétaires ont dit, on ramène ces 200 000 € vers ceux qui souffrent. Parce que c'est une logique très simple de rééquilibrage. Celui qui est un peu en galère en ce moment, s'il retrouve un peu d'oxygène, il pourra continuer aussi d'acheter des services et des produits. Et je trouve qu'il faut sortir de la logique du résultat, de la gestion, et puis du délire quand même qui devient un peu étonnant, même si c'est tout à fait légal et normal. La dividende à tout prix, le résultat de l'entreprise, avec les enjeux actuels, c'est fini, c'est plus possible. Ça ne pourra pas durer. Le tour de magie est en train de se stopper. Alors, il y a encore une inertie, c'est un paquebot sur une mer qui avance et qui freinera doucement, mais il y a plein de petits remorqueurs qui vont lui faire prendre un petit virage un peu plus rapide, et c'est, je pense, les consommateurs. Question de Julien qui traite effectivement la question des auto-entrepreneurs, mais c'est une dernière question qu'on voulait vous poser avant que vous nous quittiez, c'était la question de savoir comment on négocie avec les gros, parce que small is beautiful, ok, mais on a quand même besoin des grands aussi pour pouvoir trouver le bon équilibre. Quand vous, des Nestlé, des Danone, des grands groupes que vous voudriez effectivement faire rentrer dans votre démarche, comment on s'y prend pour réussir à la fois à faire passer ces messages tout en n'ayant pas le rapport de force pour soi? À moi, cette question? Ouais. Alors, on s'est rendu compte, mais en toute gentillesse, il n'y a pas de provocation, que en fait, les consommateurs ne négocient pas. Ils ont fait une brique de lait, ils ont mis la marge de tout le monde en disant, écoutez, nous, les patrons finaux, on est prêts à acheter à ce prix-là à partir du moment où le producteur gagne et où tout le monde gagne sa vie. Il n'y a pas de négociation. Il y a du bon sens qui s'installe. Et Danone, mais il y en a bien d'autres. Vous avez vu ce qui s'est passé au Maroc. Là, moi, je dirais, c'est de façon encore très bienveillante, il faut qu'il y ait un réveil rapide de ces grandes marques. J'ai eu Emmanuel Faber au téléphone un week-end. Il en convient. Ces grandes marques se vendent parce qu'elles passent à la télé. Vous vous rendez compte, on achète un yaourt Danone parce qu'on voit à la télé. Pour quelle autre raison en réalité? Et ces gros édifices au Maroc, les Marocains ont dit on n'achète plus Danone, pour des raisons d'ailleurs qui n'étaient pas tout le temps justes. En 4 mois, 40% de chiffre d'affaires en moins, alerte sur les résultats, annulation de la distribution de dividendes. Avec les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait du sens dans un produit. Et au-delà de ça, on n'achètera même plus un produit qui a du sens. On va demander à ce que l'entreprise explique ce qu'elle fait de l'argent au final. Il y a une accélération phénoménale et je crois que cet infléchissement par l'acte d'achat, la carte bleue, permettra d'aller très vite. Donc, grande marque, réveillez-vous. Il est encore temps. Écoutez le bon sens des gens qui achètent les produits. Il n'y a pas 1 centime des résultats des grands groupes qui n'est pas réalisé à partir de nos actes d'achat. Donc, je crois que c'est un rééquilibrage sain qu'il faut faire. Un petit mot rapidement sur comment ça fonctionne. Ça s'appelle, dans le monde animal, la murmuration. Parce qu'on nous dit, mais comment, à un moment donné, sans commerciaux et sans pub, il y a 200 millions de produits qui se vendent. Marque la plus vendue, les consommateurs ont créé une marque qui est la plus vendue, enfin, la plus grande progression depuis 2 ans dans l'agroalimentaire. Eh bien, dans le monde animal, ça s'appelle la murmuration. Il n'y a plus de grande stratégie. C'est ces vols des tourneaux incroyables qui tournoient dans des figures géométriques parfaites. Ils sont des milliers. Les scientifiques ont prouvé qu'il n'y avait pas un leader. Il n'y en a pas un qui dit à droite, à gauche. Il y a une intelligence collective. On ne se parle plus directement de choses précises, mais on agit ensemble
dans un intérêt commun et on fait des choses qu'aucun individu n'aurait pu nous faire faire seul. Voilà peut-être une suite de ce monde qui murmurera plus qu'il n'aura de grandes stratégies. Merci Nicolas. Je m'adresse maintenant à Arnaud Leroy, donc, qui dirige l'ADEME. On vient de parler un instant de murmuration avec Nicolas. Vous, l'ADEME, vous avez 1000 collaborateurs qui devaient faire face à un écosystème très complexe, très dense, et sur lesquels on va dire que les interlocuteurs sont rarement des gens qui murmurent. Hein. Ça fait beaucoup de bruit, on discute beaucoup, on s'écharpe parfois pour essayer de trouver les bonnes solutions vis-à-vis de problématiques environnementales. Est-ce que vous, aujourd'hui, la manière dont fonctionne l'écosystème, ça a une incidence sur la réponse administrative ou sur la manière dont l'administration fonctionne pour en tenir compte et pour y répondre? Bon, bonjour à toutes et tous. Peut-être une petite précision, l'ADEME, c'est un EPIC, c'est pas l'administration au sens strict du terme. Donc, je pense que c'est important de préciser ça parce que ça nous permet quand même un positionnement un peu différent, notamment dans l'écosystème dont vous parlez. Et il y a beaucoup de gens ici avec qui on travaille ou j'espère on travaillera dans le futur. Donc, moi, je voudrais rebondir sur cette notion d'écosystème parce qu'elle fait vraiment écho à quelque chose qu'on pousse beaucoup à l'ADEME et qu'on promeut beaucoup, qui s'appelle l'économie circulaire. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on peut aussi travailler à l'échelle locale et ça rejoint un petit peu ce que disait Nicolas à l'instant par rapport aux producteurs. Donc nous, on le voit sur les solutions qu'on essaie de pousser à travers des programmes territoriaux, un petit peu en jargon, on appelle ça l'écologie industrielle territoriale, où on essaie de faire se rencontrer via par exemple une bourse de ressources à un producteur de palettes qui va générer des déchets de bois et derrière, on va essayer de le mettre en relation avec quelqu'un qui va éventuellement fabriquer soit des panneaux donc avec la sciure ou soit des pellets, vous savez, ces petits granulés. Donc voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne déjà. Donc la question maintenant, c'est comment on lui donne un peu plus de ressources et d'élan. Et je voudrais rebondir par rapport à ce que disait Nicolas par rapport à la pub, parce que c'est un sujet sur lequel on est assez attentif à l'ADEME aussi. Il y a quand même, il ne faut pas se voiler la face, une force de conviction à travers la pub. Et je prends un exemple. On sait, par exemple, on est quand même plus qu'abreuvé, inondé d'informations par rapport aux émissions de gaz à effet de serre des véhicules. Et on observe depuis quelques années une hausse d'immatriculation et de vente, ne serait-ce qu'en France, des SUV, alors que le discours, on va dire, scientifique demande à ce qu'on réduise la puissance, la consommation des voitures. Et tout ça, je pense qu'on y est parvenu à ces chiffres de vente de SUV par la pub. Donc, je crois que si on doit travailler aussi sur une évolution de la société, il ne faut pas minorer la question des messages publicitaires et pas simplement sur la question des yaourts. Il y a des évolutions de consommateurs. Même si le consommateur est informé et peut faire des choix, on voit que une répétition et un marketing vraiment bien construit peut avoir des impacts assez conséquents pour, malgré tout, choisir des solutions dont on connaît les impacts négatifs. Donc voilà, donc nous, on se met, on a une petite place dans cet écosystème. On a travaillé à l'émergence d'un réseau de ressourceries depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est la question des réparateurs. Donc voilà, ça fait partie aussi de l'économie circulaire. On est tous en train d'essayer de travailler, par exemple, avec des marques d'électroménager ou des distributeurs, ou ne serait-ce que Leroy Merlin dont on parlait tout à l'heure, à trouver des partenaires où vont les gens aussi en grand nombre pour pouvoir travailler, vendre par exemple un grille-pain qui soit réparable, travailler sur la disponibilité des matières, des petites pièces. Voilà, tout ça, ça se met en place. Je dois vous avouer qu'on est un petit peu inquiet par rapport à l'impact du Covid sur toute cette économie de la réparation, de la réparabilité, des ressourceries, des recycleries. Donc là, on est en train de travailler sur des solutions d'urgence pour maintenir à flot tout cet écosystème qui reste fragile, dont on sait les potentiels en termes d'emploi dans le moyen terme et le long terme, mais qui reste fragile là au sortir de la crise. Si je peux abonder d'ailleurs, dans le sens de la communication et de la publicité pour changer les comportements, puisque c'est le sujet qui a été abordé. Très souvent, nous, on nous a demandé sur Blablacar comment on avait réussi en fait à faire ces choses-là. Alors même si au début, afin d'avoir un tel impact, même si au début, on a fait beaucoup de murmurations, en fait, un peu comme disait Nicolas, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de bouche à oreille autour au tout début, ça s'appelait covoiturage.fr, puis ensuite Blablacar. On a atteint jusqu'à 3 millions de membres en France juste par bouche à oreille. Mais ensuite, donc grâce à un bon produit, grâce à tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un engouement. Mais ensuite, on a utilisé des techniques de communication marketing massive et classique. C'est-à-dire qu'on a conçu
on a conçu des campagnes de communication et utilisé les canaux et tout ce qui est en place pour diffuser ces messages-là de manière habituelle et classique, comme pour n'importe quel produit qui serait poussé. La différence étant que là, on poussait quelque chose qui est du partage, qui est justement à peu près la seule activité qui, plus elle grandit, en tout cas dans le domaine du transport, plus elle crée des économies de CO2 notamment, hein, puisqu'on a calculé que l'année dernière seulement, on a permis l'économie de plus de 1 600 000 tonnes de CO2, ce qui est beaucoup quand même, 1 600 000 tonnes de CO2, ça commence à faire un bon paquet. C'est-à-dire que c'est plus que l'ensemble des émissions de CO2 d'une année, par exemple, d'une ville comme Paris, qui a 1,3 million de tonnes de CO2. Donc, plus on se développe, plus on fait des économies d'émissions et de pollution de CO2. Et en plus, il y a l'aspect sociétal qui va avec, mais il n'empêche que ce n'est pas forcément le fait que ça fasse des économies de CO2 ou que ça améliore les relations entre les gens qui a fait que le covoiturage s'est développé comme il l'est aujourd'hui. C'est aussi parce qu'on a énormément communiqué autour du sujet et on a dépensé des millions en marketing pour faire connaître le service aussi, de la même manière que beaucoup d'autres marques plus traditionnelles. Se faire connaître, ça a été le sujet de… Juste un petit mot là-dessus. On s'aime beaucoup avec Frédéric. Mais sur la pub, dépenser, même ça va bouger. Plus personne on a tous à l'esprit que les millions d'euros que les marques mettent en publicité, c'est un argent que nous, consommateurs, on donne à la base. Il n'y a pas un centime qui n'est pas produit par nos achats. Donc, cette part de publicité, même si elle est utile dans le cadre de Blablacar, parce que il y a des valeurs positives autour de ça, pourquoi est-ce qu'une marque comme C'est qui le patron, en campagne de pub à la télé, arrive aujourd'hui à 14 millions d'acheteurs? Ces millions d'euros, on les a finalement donnés aux producteurs, au nom des consommateurs. On a essayé de le réattribuer à d'autres choses. Alors, peut-être qu'il y a un rééquilibrage à faire. Il ne faut peut-être pas banaliser la notion de pub. On a une différence, Nicolas, nous, c'est que notre plateforme, pour bien fonctionner, elle a besoin de beaucoup de gens. C'est une place de marché. C'est-à-dire que si tu viens demain et que tu cherches un trajet de Limoges à Noirmoutier et qu'il n'y en a juste pas, en fait, on ne t'a pas livré la valeur. Donc, nous, il y a un nombre de produits absolument infini. Et donc, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait une offre adaptée à chacun et granulaire partout. Donc, en fait, il y a une valeur à ce qu'on a communiqué pour tout simplement remplir notre inventaire de trajets improbables, type ce que je citais, par exemple, Limoges-Noirmoutier, demain soir à 18h. Et donc, en fait, il y a un intérêt à ce qu'on a communiqué. Si on ne le fait pas, toi, en tant que consommateur, tu viendras, il n'y aura juste pas ça sur le site. Donc, on a besoin d'aller tirer de l'offre sur notre place de marché. Tout simplement parce qu'une place de marché, c'est comme 2 poignées de sable. Tu sais que tu envoies l'une contre l'autre. Si tu prends 2 grains de sable dans chaque main, tu les envoies l'un contre l'autre, il ne se passe pas une transaction. Si tu en prends des grosses poignées, tu les envoies l'une contre l'autre, il commence à y avoir des transactions. Donc, on n'a pas exactement la même logique qu'une fabrication d'un produit. Est-ce que je peux avec intervenir 30 secondes? Ouais. Pardon, après je me tais, mais juste te dire à Frédéric sur ce point-là, moi, je rêve de voir si demain, Frédéric et Blablacar annoncent, les amis, pendant 2 mois, on fait absolument plus de pub. Donc, ça va être plus compliqué pour nous parce qu'on aura plus de mal. En revanche, ce budget-là, on va aller le mettre dans telle et telle chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas une mobilisation différente de gens qui vont compenser le fait de ne plus le voir en pub? Ça peut être encore plus fort. Et si au final, tu as le même résultat et que tu as réattribué ces budgets vers des choses en co-construction avec des consommateurs, je suis intimement persuadé que quelqu'un qui renoncerait 6 mois à de la pub en s'en remettant un peu aussi à la compensation par le fait que les gens se mobilisent ne sera absolument pas perdant en tant qu'entreprise. Enfin, c'est un pari que je ne peux pas faire puisque nous, on ne fait pas de pub. Pardon pardon de vous avoir coupé. Rosemée Lucotte d'abord et puis Arnaud ensuite. Oui, moi, pour rebondir plutôt sur le sujet là, de l'écosystème, nous, c'est un sujet qui nous a beaucoup parlé dès le début et j'aime beaucoup le parallèle. En fait, le parallèle est très, très juste en fait, entre la nature et l'écosystème des entreprises. Moi, je me souviens, il y a quelques années, on est allé à la Silicon Valley et c'est un peu là aussi que l'idée de Change Now a germé. On est revenu avec ce sentiment qu'on était dans une barrière de corail avec plein de petits poissons
de toutes sortes, plein de projets là, qui étaient en train de germer et qui étaient protégés dans un endroit où il y avait énormément de talents, énormément d'investisseurs qui leur permettaient en fait, de se développer à une vitesse assez folle. Et on s'était dit à ce moment-là, en fait, on a besoin d'arriver à recréer ces écosystèmes, ces petites bulles de vie, de concentration de vie, pour, donc, cette fois, pas pour la technologie uniquement pure, mais pour tous ceux qui veulent changer le monde. Et on sentait il y a quelques années qu'il y avait cette volonté entrepreneuriale déjà qui était assez forte de se dire maintenant je veux réinventer des modèles d'entreprise, je veux inventer des solutions qui vont répondre aux grands enjeux de notre siècle. Donc voilà, cette notion d'écosystème, nous, elle nous a tout de suite beaucoup parlé et je dirais c'est là-dessus qu'on a aussi fondé ce qu'on a créé quand on a voulu créer Change Now. On s'est dit on va créer ce temps, cette espèce de barrière de corail, ce moment-là où on rassemble tout le monde, tous ceux qui veulent aller dans le même sens. Et ça, on va le commencer par le faire par l'événementiel. Audrey, là, tu parlais de l'écosystème est là pour développer la vie. Je dirais ce qu'on a un peu le retour que je vois des 3 années, là, des 3 éditions qu'on a faites et qui ont pris une ampleur en fait de plus en plus grande, c'est que cette vie-là, il y a quelque chose d'assez fort qui est ressorti au cours des 3 éditions. On sentait à la fois que tous ceux qui venaient à Change Now venaient en fait non pas pour leur intérêt propre uniquement, mais vraiment pour la défense d'une mission commune, pour la planète, pour des enjeux de société qui nous dépassent tous. Et au final, ce prétexte commun qui est la vie, la préservation de la vie, a fait en fait naître beaucoup de synergies, beaucoup d'interactions. Et voilà, du coup, moi, je constate en effet que c'est hyper important aujourd'hui d'arriver à créer des écosystèmes. Et voilà, à notre échelle, là, cette année, c'était 28 000 personnes rassemblées pendant 3 jours au Grand Palais. Et ce qu'on a vu, c'est que pendant ces 3 jours, il y a des interactions qui n'avaient jamais eu lieu, qui se sont faites. On a vu beaucoup d'entrepreneurs qui se mettaient à créer des synergies entre leurs projets, qui n'avaient pas du tout un esprit de compétition, mais plutôt un esprit déjà un sentiment d'être aligné en termes de valeurs, et puis après un sentiment de vouloir avancer ensemble, un peu comme on trouve après dans la permaculture où on a des plantes. Voilà, les plantes sont différentes, mais quand on les mélange ensemble, quand on les met dans un même potager, on crée des synergies, on crée une protection mutuelle. Ben là, on a vu ça, on a vu cet effet-là se produire à l'échelle de 3 jours. Des projets qui n'avaient peut-être rien à voir à la base et qui, en fait, ensemble, permettaient de développer des solutions plus grandes. Pour vous donner un exemple, par exemple, un exemple concret, oui, des solutions pour créer de l'énergie de manière verte et sans trop de pollution. Voilà, une solution qui était là-dedans qui s'appelle Equium a rencontré une solution des entrepreneurs qui créent des bateaux à voile et ensemble ils se sont dit on veut transformer le fret maritime. On va combiner nos actions pour faire pas juste des bateaux à voile, mais des bateaux à voile avec système d'électricité et de réfrigérant qui soit encore plus bas carbone. Voilà, je dirais par rapport à c'était un peu moi ce que je constatais. Et je voulais aussi rebondir par rapport à ce que disait Arnaud. Quand on parle d'écosystème, voilà, on parle d'un équilibre qu'on arrive qu'on veut créer entre différents acteurs pour préserver la vie. Et Arnaud disait que les écosystèmes, ça reste aussi fragile. Et oui, aujourd'hui, l'écosystème qu'on constate là dans tout ce qui est économie collaborative, économie circulaire, économie de l'impact, entreprise à mission, oui, c'est un écosystème qui est en train de se créer, qui est très beau, parce qu'il y a beaucoup de synergies qui se mettent en place, mais en même temps qui est extrêmement fragile. Déjà parce qu'il est naissant, ça fait quelques années à peine qu'il est en train de se structurer. Et parce que les structures sont souvent jeunes ou dans des phases d'investissement en ce moment, elles sont en train d'émerger.
et elles n'ont pas les reins aussi solides que des industries très établies. Et c'est aujourd'hui, nous, un des gros constats qu'on fait avec la crise du Covid-19, c'est que ce très bel écosystème qui est en train de se créer, il peut aussi être détruit très rapidement. On a fait une enquête là auprès de notre communauté, donc on a plusieurs milliers d'entreprises à impact France et international qu'on suit d'assez près. Donc on a fait une grande enquête là, au moment où la crise s'est déclarée pour voir quelle était leur situation en termes de trésorerie, un peu l'impact qu'elles ressentaient à travers la crise. Et en fait, le constat est assez alarmant qu'aujourd'hui, dans cet écosystème, il y a près de la moitié des entreprises qui n'ont pas plus de 3 mois de trésorerie compte tenu de la baisse d'activité qu'elles ont et clairement qui aujourd'hui pourraient disparaître en l'espace de quelques mois. Donc aujourd'hui, d'ailleurs aujourd'hui même, là on a lancé une tribune, un appel à fonds de soutien pour qu'on préserve cet écosystème, parce qu'on parle beaucoup du monde de demain. On veut construire un monde durable, etc. Il y a plein de choses qui existent déjà. Il y a un écosystème qui s'est créé depuis 3 ans, mais qu'on peut voir mourir assez vite si on ne le soutient pas. Arnaud Leroy, vous intervenez, vous avez dit très, très tôt dans votre prise de fonction aussi que vous ne pouvez pas intervenir partout sur le territoire, mais que l'échelle de la région et le périmètre est assez fondamental, de choisir l'endroit où on intervient pour être le plus utile, était un sujet. Frédéric Mazella a parlé aussi de la solidarité locale et à distance avec des choses très proches dans le quartier. Est-ce que la notion de territoire est en train de se réinventer en ce moment ? Elle se réinvente déjà tout bêtement parce que les compétences sont souvent à l'échelon territorial, que ce soit la région pour tout ce qui est énergie-climat, les EPCI pour tout ce qui est un petit peu communauté de communes, pour parler en bon français, pour tout ce qui est économie circulaire, avec un rôle de cohérence aussi au niveau de la région. Donc voilà, ça c'est une réalité en tout cas législative. Il faut l'animer, c'est pas toujours simple, j'en conviens. Moi je voulais rebondir sur 2-3 aspects parce que je pense qu'il faut qu'on fasse attention par rapport à l'approche dont parlait tout à l'heure Nicolas avec Frédéric. Nicolas, il est dans l'alimentaire. On est dans du produit essentiel par essence. Donc là, je pense qu'il y a un vrai sujet du rôle de l'alimentaire, de passeur un petit peu pour reconstruire ces écosystèmes. On le voit, il y a une demande de circuits courts, de produits de qualité labellisés bio ou non. Mais en tout cas, on sent ça, c'est assez clairement établi. Ça a été d'ailleurs poussé dans la loi Egalim pour les collectivités locales, les restaurants d'entreprise et tout ça. Donc là, on a quelque chose. La question, c'est pour tous les autres biens, comment on arrive à fabriquer un peu ce désir, de sobriété, je pense que c'est un mot qu'il faut aussi réemployer, et secondo, de proximité et un petit peu de localisme, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on bataille pour éviter que certaines forces politiques en viennent à faire un peu du nationalisme qui peut être assez délétère. Donc voilà, donc l'alimentaire a une place complètement différente par rapport à d'autres sujets de biens de consommation, où là, les Français, peut-être, sur la base aussi d'une bonne conscience qui va se développer sur des achats alimentaires 3 fois par jour à destination d'agriculteurs du coin, localisés ou de produits de qualité ou de produits certifiés, vont peut-être être dans ce qu'on appelle des effets rebonds. Donc ça, il faut aussi qu'on arrive à trouver des moyens pour capter et construire des messages vis-à-vis des biens de consommation qui vont être demain aussi remis sur le marché ou en tout cas consommés, pour qu'on arrive à avoir la même approche. Et là, j'avoue que moi, je suis demandeur de comment on construit ce message, que ce soit pour les voitures, je prenais tout à l'heure à dessein le SUV, ça sera pour d'autres biens de consommation demain, il risque d'avoir un effet rebond par envie de consommation. Donc voilà, comment on répond à ça en ne se cachant pas derrière le bon exemple et le bon élève que peut être l'alimentaire. Donc voilà, donc Frédéric est conscient de ça aussi, je pense, parce que demain, on aura une vraie question par rapport à la mobilité. Donc, est-ce que les Français, dans une période de déconfinement, vont reprendre les transports en commun ? Donc, nous, on milite pour qu'ils prennent les transports en commun, mais on voit des angoisses réelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se déporte sur le vélo, notamment en essayant de trouver des solutions et des guides à destination des collectivités. Voilà, comment on peut fabriquer ces messages un petit peu positifs sur cette volonté de relocalisation pour d'autres biens que l'alimentaire. Ça, c'est des vrais sujets sur lesquels je pense qu'il faudrait qu'on arrive à travailler collectivement. Parce qu'il va y avoir un risque aussi de se dire, on fait un effort sur l'alimentaire, comment on peut agir sur les autres aspects de la vie quotidienne des Français. Sur le sujet des confinements et covoiturage, je peux peut-être dire un mot.
C'est-à-dire qu'on a bien regardé les choses. On va prendre un cas concret. Mettons que vous avez 100 personnes qui doivent se déplacer et que, on va prendre l'exemple covoiturage, typiquement domicile-travail. Le taux d'occupation des voitures, c'est 2,3 en covoiturage domicile-travail, c'est-à-dire qu'il y a un conducteur et 1,3 passagers en moyenne, en général sur des covoiturages type domicile-travail. Donc, si vous avez 100 personnes qui doivent se déplacer, ça fait à peu près 45 équipages, un petit peu moins. Donc, 45 mixités. Si vous avez une personne qui est contaminée et qui a le coronavirus, au pire, du pire, elle va aller contaminer en moyenne 1,3 personnes, d'accord, sur l'ensemble des 100 personnes. Et la réalité, c'est que en mode transport en commun, si vous avez cette même personne et 100 personnes dans les transports en commun, alors il faut mettre tous les gestes barrières et compagnie, mais enfin techniquement, juste statistiquement, elle aurait, s'il n'y avait pas de protection, hein, c'est un autre discours, mais elle aurait, s'il n'y avait pas de protection, la possibilité de contaminer des dizaines de personnes lors de ce déplacement. En fait, ce n'est pas du tout la même logique. C'est pourquoi nous, on pense que le covoiturage a en fait un rôle à jouer absolument central et crucial dans le déconfinement parce que justement, ça limite complètement les possibilités tout court physiques de propagation du virus par les déplacements, d'autant plus que le covoiturage, c'est des prises de rendez-vous qui ont lieu dans la rue avec 2 personnes et pas du tout en passant par des gares ou des endroits extrêmement peuplés. Donc en fait, dans cette logique-là, on voit que d'un point de vue macro, hein, d'un point de vue pays, il y aurait un intérêt incroyable en fait à plutôt pousser le covoiturage aussi, et au-delà du fait qu'il y a tous les effets positifs qu'on connaissait déjà, j'ai envie de dire avant la crise, qui sont des congestions et des pollutions. Et puis des congestions, ça fait gagner du temps, enfin bon bref, ça fait gagner de l'efficacité à tout le monde, moins d'énervement et tout ce qui s'ensuit. Et des pollutions, évidemment, c'est moins de problèmes de santé. Donc en fait, c'est un petit peu paradoxal dans l'approche qu'on peut avoir vis-à-vis des transports. C'est très complexe hein, parce que de toute manière, on est dans une conception un petit peu anxiogène d'à peu près tout. Hein, c'est la raison pour laquelle tout le monde reste chez soi. Et donc, il va falloir réapprendre à faire un petit peu tout et à être un petit peu rationnel par rapport à toutes les actions, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour les transports, que ce soit pour tout ce qui nous concerne dans les jours qui viennent. Il nous reste 5 minutes, on va essayer de faire des questions courtes, réponses courtes pour que tout le monde puisse participer. Un des sujets qui n'a pas été abordé, c'est la question de l'impact. Est-ce qu'il y a des nouveaux indicateurs que vous suivez? Là, Frédéric, vous nous parlez du fait que le moindre de personnes avec qui on est en contact est aussi un élément qui permet de comprendre en quoi le covoiturage a une avancée sur les transports en commun. Est-ce qu'il y a d'autres choses en ce moment qui sont en train d'émerger dans la manière de mesurer l'impact que vos activités? Là, nous, on lance le nouveau service, la Blabla Help, hein, donc d'entraide. Donc là, l'impact, c'est le nombre de personnes qui ont pu se mettre en contact et s'aider. Donc, c'est un impact sociétal, social. On n'en est pas encore au stade où on peut imaginer ce que ça peut avoir comme effet sur des circuits courts ou des choses comme ça. Mais enfin, de toute manière, si on est capable de développer une entraide de voisinage et quelque part une cohésion plus forte au niveau extrêmement local, on pense que ça peut avoir un impact sur effectivement tout ce qui est circuit court en fait, de manière très générale, même s'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu et d'autres manières de les encourager. Et nous, pour revenir sur les impacts, on a intégré, c'est nouveau et je pense qu'on est d'ailleurs un des seuls établissements publics à le faire, les ODD dans notre action. Donc, par exemple, pour l'ADEME, aujourd'hui, on va mesurer aussi l'impact social des actions qu'on peut soutenir sur l'ensemble de nos activités, les impacts sur par exemple, l'ODD 14 relatif à la question des océans, des choses comme ça, sur le plastique, tout ce qui est éco-conception. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on utilise aussi ce qui est disponible, hein, ça a été dit tout à l'heure, pour éviter de se relancer dans des débats qui sont parfois assez ésotériques quand on aborde la question des impacts ou autres sujets, pour essayer d'utiliser ce qui existe, les améliorer s'il faut qu'on les améliore. En tout cas, on a déjà beaucoup de matériel disponible. Il y a un point moi, sur lequel je voudrais abonder par rapport à ce que disait Rose tout à l'heure, hein, sur les écosystèmes. Il y a une notion qu'on sent émerger, que nous, on veut porter à l'ADEME, c'est la question des communs. Donc, la question… à savoir, vous développez quelque chose, vous le mettez en open source pour que ça profite au plus grand nombre, pour que ce soit amélioré par le plus grand nombre. On a vu, c'est un petit peu la question des respirateurs faits par la communauté des makers
Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on sent pousser et qui viendra à mon avis compléter la question des écosystèmes assez rapidement. En tout cas, c'est un souhait assez fort de ma part. Je vais rajouter, je ne suis pas intervenante, Brieux, mais est-ce que je peux aussi dire un mot en complément sur les communs? Oui, Oui, dans tout à notre fait. écosystème, alors, nous, chez Infusio et globalement, je crois que c'est un esprit aussi Bicorp, c'est on essaie de développer la logique de commun, effectivement, avec notre écosystème très modestement. Et on travaille aussi sur la notion de franchise sociale qu'on aspire, nous, à avoir plutôt une logique de franchise opale, conformément au modèle de Lalou. Donc aussi d'inventer des nouveaux modèles de partage de la valeur, de partage des valeurs aussi avec notre écosystème. Et ça, je pense aussi qu'il faut voir ça dans les possibles de demain pour vraiment être dans cette logique inclusive et pas encore une fois, qui serait éventuellement qu'à sens unique. Mais les communs, c'est clairement dans le sujet qui nous anime. On a une question de Marie-Emmanuelle qui, effectivement, pour recentrer et clore ce débat, parce qu'on arrive au bout de l'échange sur les écosystèmes, qu'est-ce que le mode de fonctionnement en écosystème nous fait découvrir de nous-mêmes et des enjeux de transformation? De quoi il faut avoir peur? Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour pouvoir transformer un peu notre mode de fonctionnement? Qu'est-ce que le mode de fonctionnement en écosystème, finalement, pour vous, a changé et vous est révélé au quotidien et qui plus est dans cette période de crise? Alors moi, pour répondre à ce point-là, il y a un livre que j'ai trouvé extrêmement inspirant, que j'avais lu l'an dernier, de Pablo Servigne, qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Et je trouve qu'en fait, c'est ce qu'on constate, nous, quand on parle de l'écosystème de l'impact des entreprises engagées, c'est qu'on n'est pas dans un écosystème de compétition. Et d'ailleurs, ça même dans la nature, ce qui est observé, c'est que la compétition, le darwinisme tel qu'on a entendu parler pendant une ou deux générations, on l'observe dans la nature, surtout dans les milieux très prospères, où en effet, là, l'individualité ressort. En revanche, dès qu'on est dans des milieux hostiles, là, c'est une autre loi de la nature qu'on voit apparaître, qui est au contraire la loi de l'entraide, de la collaboration. Et là, je dirais ce qui nous arrive aujourd'hui, particulièrement avec le Covid, mais d'une manière générale avec les grands enjeux climatiques qu'on doit affronter. On rentre dans cette période hostile et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de ces écosystèmes collaboratifs. Et voilà. Et ça, nous, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup frappé dans l'écosystème de l'impact. C'est de voir à quel point la collaboration est forte et à quel point, nous, tout à l'heure, tu parlais, Brieux, de mesures d'impact. Ben, clairement, ça, c'est aussi quelque chose qu'on cherche à voir et à mesurer. Et on est chaque année surpris du nombre de synergies, de levées de fonds, de collaborations qui émergent après juste quelques rencontres. Et pour rebondir sur ça, je crois que ce qu'il faut vraiment avoir en considération quand on parle d'écosystème, c'est la responsabilité de chacun. C'est que dès qu'il y a un maillon qui est défaillant, bah, ça entraîne quand même, il y a des conséquences qui sont assez importantes. Donc, c'est quelque chose aussi d'assez gratifiant de se retrouver responsable et aussi co-décisionnaire un petit peu. Parce que moi, j'essaie d'éviter d'affronter, en tout cas d'opposer la filière, et notamment en termes industriels, ça compte, et l'écosystème. Parce que on voit que sur une filière, c'est important aussi d'avoir un continuum. Là, sur un écosystème, je prends territorial, par exemple, parce que je vous expliquais tout à l'heure sur des programmes d'économie circulaire, on voit très bien que si on a un maillon, et c'est tout le débat qu'on a actuellement sur l'industrie de recyclage, avec les difficultés qu'on a eues pendant des semaines de collecter, par exemple, tous les emballages ménagers, notamment plastiques, on a eu des tensions, ça a été documenté assez fortement ces dernières semaines, sur l'industrie du recyclage. Donc, on voit qu'il y a cette question de co-responsabilité, donc on est responsable de soi-même ou de son entreprise, de sa part dans cet écosystème, mais on a une responsabilité qui va bien au-delà par rapport à l'écosystème. Et ça, tout à l'heure, quand Brieux, tu introduisais la question, tu parlais d'angoisse. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut en tout cas avoir en tête, c'est que dans un écosystème, vous êtes un peu plus responsable que pour vous-même. Donc ça peut parfois angoisser, mais c'est aussi un élément de résilience qui fait sens. Frédéric, un dernier mot? Qui est parti? Qui est là? Non, je suis toujours là. Je suis toujours là. Un dernier mot. Oui, non, si je vais reprendre la citation d'Héraclite qui dit que la seule constante, c'est le changement. Voilà. Il y a une dernière question de Solène qui est venue très très tôt dans la discussion. Comment se passer des actionnaires aujourd'hui? Parce qu'on a commencé à parler de stakeholders, shareholders. Est-ce que pour une entreprise comme Blablacar, la question de la composition de l'actionnariat, c'est un sujet de fond sur la manière d'aborder les écosystèmes?
Sur la manière d'aborder… Non, il y a une chose qui est très agréable dans la manière avec laquelle Blablacar est dirigé, c'est que on s'est quand même débrouillé pour aligner les intérêts toujours autour du développement du service et du développement de la société entre tout le monde. Donc, chez nous, 100% des collaborateurs ont des parts de l'entreprise. On a au board, on a des gens qui sont totalement intéressés par simplement le succès de la société, même si évidemment une crise comme celle qu'on est en train de traverser remet beaucoup de choses en question quand même. Et on a quand même 750 personnes qui sont salariées de Blablacar dans le monde. Donc forcément, il y a des choses à revoir quand vous avez une activité qui tourne carrément au ralenti avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc non, de ce côté-là, on a plutôt de la chance. On a plutôt justement fait en sorte que à la fois les collaborateurs soient impliqués dans le capital de la société, mais aussi en tant qu'utilisateur du service. Chez nous, on a une valeur qui dit « be the member », c'est-à-dire qu'on est des membres et on est des ambassadeurs. Pour une grande partie de chez Blablacar, on est des ambassadeurs de Blablacar dans les collaborateurs. Donc en fait, on fait partie intégrante de du réseau qu'on développe. Merci Frédéric, merci à toutes et tous pour l'échange. Je remercie également pour la préparation de l'échange à Fleur, Thomas, Lamine, Stéphane de Faber Novel, à Hélène et Philippe de Mirova et à Yael de Infusio. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'échange et également, je crois que ça a été demandé, les slides qui ont été présentés au début sur recovery.wiki. Et puis la semaine prochaine, donc 2 débats qui tourneront autour de l'utilité sociétale de l'entreprise. Donc on aura vocation à prolonger le débat. Merci pour tous et puis très bonne semaine. Merci. Bonne journée. Au revoir.